c'est enregistré. Donc, comme ça, après, je vais mettre cet webinar sur notre site web. Et normalement, ma fille elle est en train de créer un chaîne YouTube. Donc, ça sera aussi ça. Okay. Donc, bienvenue. Je suis vraiment contente de te voir, Florence. C'est vraiment une... Merci, Gwen. Moi aussi. Tu étais ici en 2016, n'est-ce pas? Non, 2017. Je crois que c'est 2017. Voilà. Mais ça c'est resté très vivant, donc c'est comme si c'était hier. Donc, ici, nous sommes à la maison de Ramar. Je suis dans mon bureau et normalement, c'est une résidence pour artistes. En ce moment, il n'y a pas d'artistes en résidence. Artistes en termes larges, c'est-à-dire écrivains, plasticiens, philosophes, toutes les disciplines. Et à cause ou grâce à les situations actuelles, on a commencé à faire ces webinars de temps en temps, 1 ou 2 fois par mois. Et ça permet nos anciennes de présenter leur travail et aussi de parler avec les gens un peu partout dans le monde. Donc, c'est assez intéressant pour nous. J'ai pu recontacter plusieurs personnes qui ont eu les livres qui sont sortis cette année ou les expos d'art, etc. Donc, je suis très contente quand j'ai vu que vous deux avez ce livre en contact de faire ça. Pour l'audience, vous pouvez nous envoyer les messages par chat. Il va y avoir un moment après, on va discuter un petit peu. Et après, vous pouvez poser des questions et on va essayer de répondre. Et normalement, ça dure vers 45 minutes. Donc, tout le monde est bienvenu et n'hésitez pas de poser des questions quand vous voulez. Et si vous voulez réécouter cette émission, ça sera sur notre site web après. Okay, voilà. Donc, je vais faire les petites introductions. D'abord, je vais introduire Juliette Hirsch. C'est la fille de Florence. Elle a d'abord étudié le journalisme avant de s'intéresser aux relations internationales, aux politiques publiques. Lauréate de l'Académie Notre Europe, de l'Institut Jacques Delors. Elle est diplômée de la London School of Economics et de University College of London. Et Florence Noisville est journaliste, critique littéraire au Monde, où elle a travaillé depuis 1994. It's older than my kids. Elle publie la première... It's very kind of you, Gwen, to say dates like this. Sorry. Elle a publié la première biographie française du prix Nobel de littérature américaine Isaac Bashevis Singer, qui a reçu le prix de récit bibliographique. Elle est auteure de plusieurs romans, je ne sais même pas combien maintenant, et d'un court texte, des demi-essais, des récits semi-personnels, du capitalisme et de ses excès. Entre 2007 et 2010, elle a animé le monde des livres, une émission littéraire. Ces livres sont traduits en 14 langues. Et comme j'ai dit, tu étais ici en 2017 et je pense que tu as travaillé sur ce livre quand tu étais là, non? Oui, exactement. Ah oui, c'est Confessions de kleptomane. Alors, je pourrais te montrer, c'est amusant, il vient de sortir en tchèque. Ah, super. Voilà. Donc, je voulais juste demander, pour commencer, je vais demander ça, c'est vraiment la question classique, mais ça m'intéresse beaucoup quand vous travaillez à deux. Comment cette idée est venue? Est-ce que c'était un ou l'autre, ou c'était vous ensemble en parlant, ou l'idée de faire ce genre de projet ensemble? Qui va commencer? Juliette, tu commences. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé pendant les premiers jours du premier confinement, donc au printemps. Et on était justement à la cuisine où se trouve Florence actuellement. Oui. Et voilà, et on voyait tout ce qui se passait dans le monde. Et surtout, on lisait pas mal d'articles et de tribunes dans les journaux qui parlaient d'un monde d'après, qui serait une rupture avec le monde d'aujourd'hui, un monde de demain nouveau. Et nous, on s'interrogeait sur est-ce que ce serait vraiment le cas? Est-ce qu'il y aurait vraiment un monde d'après? Et si oui, à quoi est-ce qu'il ressemblerait? Et c'est un peu comme ça que tout a commencé. Et surtout, on se posait tout un tas de questions dont on n'avait pas les réponses.
Ouais. Et on s'est dit que peut-être que la meilleure des choses, ce serait justement de les poser à des gens dont on soupçonnerait qu'ils auraient une réponse un peu plus intéressante que la nôtre. Voilà. Et justement, Florence, comment vous avez décidé ou trouvé ces femmes? Parce que je peux dire, je vais juste faire le liste pour les gens qui ne connaissent pas le livre. Dans ce livre, vous parlez avec la franco-américaine Esther Duflo, prix Nobel d'économie, la navigatrice Isabelle Autissier, Godelieve Makassarasi, qui a travaillé dans pour faire connaître le génocide rwandais, le romancier Fang Feng, qui a tenu le journal de Wuhan, la généticienne Mariana Zatz, dont le travaux sur la cartographie du génome a permis d'aider des milliers de familles malades au Brésil, et le philanthrope Melinda Gates. Donc, comment vous avez trouvé ou choisi ces femmes? Ben, comme disait Juliette, on essayait de trouver des gens qui, par leur parcours et leur expérience, pourraient avoir plus de lumière que nous, des clés à nous donner, des intuitions. Et alors, on s'est dit, et pourquoi pas des femmes? Parce qu'après tout, nous, on était 2 femmes dans cette cuisine, à se poser des questions, à s'inquiéter, à s'ennuyer un peu et à stresser parfois. Et on se disait, mais les femmes, on les entend moins. Et puis, elles sont doublement victimes de la pandémie. Et c'est toujours comme ça d'ailleurs, parce que dans l'interview de Melinda Gates, elle raconte très bien que pendant le virus Ebola en Afrique, il y avait eu une pandémie invisible de femmes africaines. Alors, parce qu'elles étaient plus exposées, parce que souvent elles sont soignantes, parce que quand elles sont enceintes, elles ont peur d'aller à l'hôpital pour se faire soigner parce qu'elles pensent que c'est un lieu d'infection possible, pour des tas de raisons. Et puis, pour des raisons évidentes en Europe, on voyait bien qu'on faisait la classe aux enfants. Donc, les femmes étaient moins représentées, on les entendait moins. Mais là, on a eu un petit débat, Juliette et moi, parce que Juliette ne voulait pas que ce soit des femmes pour des femmes. Alors, tu peux dire pourquoi, Juliette? Ouais. Ouais. C'est ça. Moi, je voulais pas interviewer des femmes en leur qualité de femmes, mais juste parce qu'elles étaient exceptionnelles, expertes dans leur domaine et parce qu'elles avaient quelque chose à apporter au livre. Mais ça aurait pu être des hommes, ça aurait pu être n'importe qui. C'est juste que elles étaient. On s'est mis d'accord là-dessus, de trouver des femmes exceptionnelles. Et après, on était aussi d'accord sur le fait qu'il fallait pas prendre des célébrités. Il fallait prendre vraiment des gens dont la force de la parole nous semblait compter. Et alors, elles pouvaient être célèbres. Il y en a grosso modo 3 célèbres et 3 pas célèbres. Et Juliette a trouvé 3 femmes que moi, je ne connaissais pas du tout. Et notamment... C'était qui que vous avez trouvé? Alors, c'était, je pense, Godelieve Mukasarasi au Rwanda, parce que moi, à l'époque, je travaillais aussi pas mal sur les processus de paix et le reconstruction post-conflit et du rôle des femmes là-dedans, donc ce qui est exactement le domaine de Godelieve. Mariana Zatz aussi, parce qu'on s'était dit, enfin, on avait émis aussi dans nos conditions le fait d'avoir différents domaines représentés à travers les femmes, et y compris du coup une science dure entre guillemets, voilà, et qui avait plus de liens aussi avec le Covid, parce qu'on s'était dit que c'était plus pertinent d'avoir un avis scientifique sur le virus. Et après, la troisième, Florence, tu fais référence à laquelle? La troisième, je pense qu'on les connaît toutes les 3. Donc, une fois qu'on avait notre panachage de connus et de pas connus, de tous les continents, parce qu'on voulait qu'elles viennent de partout et pas seulement qu'elles soient être européano-centrées. Et elles avaient toutes vécu la tragédie du Covid. En fait, elles étaient en plein confinement comme nous, et ils disaient peut-être qu'elles se posent un peu les mêmes questions. Et du coup, on est parti du virus, quoi, de l'expérience que tout le monde partageait. Et on a élargi petit à petit
à quelque chose qui ressemble alors à une conversation ou à un portrait de femme, mais en tout cas où nous, on cherchait à avoir les clés de ce qui les faisait avancer, ce qui les faisait se lever le matin en se disant « allez, j'y vais quand même » et ce en quoi elle croyait profondément. Et aussi ce sur quoi, pour un monde d'après, elle ne voulait pas faire de compromis. Donc, est-ce que vous avez d'abord fait une liste et puis après essayer de les contacter, ou est-ce que vous avez plusieurs listes et après réduit? C'était quoi comme processus? Et aussi de la contacter. Est-ce que parce que les gens sont, comment dire, sont en confinement, elles étaient plus disponibles ou moins? Ça, c'est sûr que si elles avaient été mortes, elles auraient été moins disponibles. Non, Mais en non, confinement. moi, je veux dire moi. Oui. Oui. Ah oui, oui, d'accord. Moi, je veux bien répondre sur la première partie de la question, les listes, et après Juliette, je la laisserai répondre parce que elle a fait beaucoup plus de travail que moi, et notamment les travaux d'approche. Et ça, c'était effectivement très dur pour ce genre de livre. Oui. Parce qu'en fait, au début, on a dit à notre éditeur, on a une idée, on va faire un livre en interviewant des femmes, etc. Alors, il a dit, ah oui, et lesquelles? Alors, on a dit, Isabelle Autissier, Esther Duflo, Melinda Gates. Alors, il a dit, très bonne idée, mais ils ont ouvert les yeux comme ça en disant, les cocottes, vous rêvez, comment est-ce que vous allez pouvoir joindre tout ça? Alors, ils étaient partants, sauf qu'ils nous ont dit, faites un essai avec 2 et on verra. Si les 2 premières disent oui, ok, on est partant nous aussi. Et là, je ne sais pas si c'est un coup de bol extraordinaire ou si effectivement, parce qu'on peut toujours le penser quand même, dans cette période de grande incertitude, tout le monde était un peu tâtonnant et ça faisait du bien d'entendre la parole des autres et même aussi de pouvoir s'exprimer, même quand on était mêlé. Et finalement, les 2 premières ont dit oui, et après, ça s'est enchaîné très bien, et les autres ont dit oui aussi. En fait, on n'a pas beaucoup eu de refus, à part Malala, qui préparait un concours et qui n'avait pas le temps. Mais voilà. Et après, il fallait effectivement les convaincre, et ça, c'est Juliette qui s'en est chargée. Oui, pour moi, c'était pour vous de faire ça, parce que je sais que c'est très difficile de franchir la porte et demander aux gens inconnus C'est vrai. Oui. Mais là, je pense qu'on a eu pas mal de chance parce que, je sais pas, je pense que le projet a dû résonner en elles, parce qu'elles ont toutes dit oui. Donc, à part Malala, elles ont toutes dit oui. Wow. Et donc, du coup, je sais pas ce qui leur a fait dire oui. Je pense que c'était peut-être parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, on n'entendait pas beaucoup de femmes sur le sujet. On entendait vraiment beaucoup d'hommes. C'était en mars-avril. Et donc, du coup, voilà, ça a dû faire sens. Et puis aussi parce que je pense on leur parlait de leur qualité de personnes vraiment brillantes dans leur domaine, et je pense que ça a dû résonner. Par exemple, pour Melinda Gates, on ne l'a pas contactée comme la femme de Bill Gates. On l'a vraiment contactée en tant que femme ingénieure computational, qui travaille dans la tech, qui est à la tête de la plus grosse entreprise de philanthropie. Et donc, du coup, je pense que ça a aussi aidé le fait qu'on les approche dans cette optique-là et non pas parce qu'elles sont connues, parce qu'elles sont... Et puis aussi, nous, on leur a dit qu'on était nous-mêmes dans une forme de désarroi, qu'on n'avait pas les réponses, qu'on n'allait pas non plus forcément leur envoyer des questions toutes faites, bien calibrées. Voilà. Mais qu'on ne savait pas forcément où on allait, mais que justement, c'était ça l'intérêt, c'était de défricher le chemin ensemble. Et elles ont, là aussi, elles ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'à part Fang Fang, qui, à cause du chinois, il fallait passer par l'écrit et la traduction et tout ça,
ouais, ouais. Elles, toutes les autres, on les a fait comme ça, en webinar, enfin pas en Zoom. Ouais. Ce qui d'ailleurs a été très frustrant parce qu'on aurait voulu aller à Sao Paulo, on aurait voulu aller à Kigali, on aurait voulu aller partout parce qu'on adore voyager, mais là, ce n'était pas possible. Mais en tout cas, ça donnait l'impression que c'était plus, on était là dans la cuisine et elles étaient aussi parfois dans leur cuisine et ça ressemblait plus à un dialogue qu'à quelque chose de bien calibré, quoi. Oui, oui, oui. Et je pense que peut-être... Oh, pardon. Non, non, allez-y. Je pense que peut-être ce qui a aidé aussi, c'est qu'on les a prévenus dès le début qu'on n'avait aucune attente d'optimisme ou de pessimisme ou de grandes idées révolutionnaires et qu'on n'écrivait pas un livre sur qu'est-ce qu'il faut faire pour un monde nouveau, plein de grandes idées. Et voilà, c'était vraiment juste leur point de vue très personnel sur la crise et sur ce qu'elles en attendaient. Donc, un vrai écoute, un vrai dialogue au lieu de... Oui, c'est ça. On les avait choisis aussi parce qu'elles nous paraissaient assez libres, ne pas être prisonnières de théories toutes faites, toutes choses comme ça, mais plutôt d'avoir fait des choses. Je crois que vous, les Américains, vous dites des doers. Elles avaient toutes fait des choses, éventuellement dans leur coin, sans dépendre de qui que ce soit. Mais justement, c'était la force de ça qui nous impressionnait et on se disait, si on n'écoute pas leurs paroles maintenant, alors, ou si on n'écoute pas la parole de ces femmes-là, qui on écoutera? Oui, oui, oui. Est-ce que peut-être juste pour... en fait, j'ai une question et après, j'aimerais bien que Florence, que tu lis un petit extrait. Mais la question que je voulais poser avant, c'est est-ce qu'il y avait une femme qui était vraiment une surprise pour vous, un ou deux, qui a un peu ce qu'elle a dit, ou est-ce qu'il y a une qui a vraiment touché à cœur? Donc, Juliette d'abord, allez. Tu peux choisir Je pense que pour le côté surprise, moi je dirais Maya Nazat, qui est la généticienne brésilienne. Déjà simplement parce que c'est un des sujets que je ne maîtrisais pas forcément, parce que la génétique, ce n'est pas mon domaine. Et puis aussi parce qu'en fait, elle avait des exemples très concrets de choses sur lesquelles elle travaillait, qui étaient mais fascinants. Par exemple, elle nous parle, elle a beaucoup travaillé sur le virus Zika, en particulier parce qu'au Brésil, oui, c'était un problème. Ouais. Et elle nous racontait qu'en fait, elle était en train de travailler sur des essais cliniques où elle injectait le virus dans des chiens qui avaient des tumeurs au cerveau. Et on se rendait compte que le virus avait un effet, non pas guérisseur, mais qu'en tout cas, il réduisait les tumeurs. Ça, c'est fou. Et, voilà. Et donc, du coup, ça nous donnait, c'était assez encourageant. On était en plein désarroi pour le Covid. On ne voyait pas du tout l'ombre d'un vaccin. Là, elle nous parlait de choses complètement folles qu'on pourrait faire. Oui, c'est intéressant. Et toi, Florence, est-ce qu'il y avait un secret? Moi, j'ai été très touchée par la Rwandaise, dont je vais vous lire un petit passage, si vous voulez. Ok, oui. Alors, donc on lui demande. Alors déjà, il faudrait que je vous restitue mieux le contexte, c'est-à-dire qu'il faudrait que je vous dise que je puisse appuyer sur un bouton comme quand on était avec elle et il y a les petits oiseaux et il y a le gros ventilateur au-dessus de sa tête à Kigali, il fait très chaud et puis surtout elle a un rire complètement incroyable. Et un accent. Bon, malheureusement, on perd tout ça, mais je vais quand même vous lire ce qu'elle dit. On lui demande sur quoi elle travaille. Elle dit « Aujourd'hui, cela fait 26 ans que ces femmes, ce sont les femmes du génocide, qui ont été violées, ont sous leurs yeux le témoignage vivant du viol ou du mariage forcé qu'elles ont enduré. Nous avons du mal à nous l'imaginer concrètement, mais cet enfant, qui n'y est pour rien, a peut-être les yeux, le visage ou les mains de son père, le bourreau. Il a les traits de la barbarie. Et elles, leur mère, sont traversées par des sentiments épouvantablement contradictoires, des envies de le frapper, de le tuer, mais aussi de l'aimer.
Ici, au Rwanda, nous disons que ces femmes ont subi un triple sort, le génocide, le viol et la malédiction de l'enfant. Ce triple sort, c'est plus qu'il n'en faut pour devenir fou. La plupart du temps, ces femmes se muraient dans le silence. C'est pour les en délivrer que j'ai commencé avec elles un travail psychologique et social, puis que j'ai créé l'organisation Sevota. Je voulais aider les veuves, les orphelins et surtout toutes les femmes victimes de viols et de mariages forcés. On estime ces dernières entre 300 000 et 500 000. Alors, après, on leur demande, vous avez fait de cet engagement le combat de votre existence. Au plus profond de vous, qu'est-ce qui vous a conduit à cela? Elle dit, pour le comprendre, il faut remonter à ma vie d'avant, avant le 7 avril 1994. J'étais assistante sociale dans la commune de Taba, au centre du Rwanda. C'est là que j'ai rencontré mon mari, un Tutsi. Nous avons eu 5 enfants. Nous vivions heureux à Taba. Nous avions des terres. Nous possédions un bar que nous avions peint en bleu et baptisé Amahoro, ce qui, dans notre langue, le Kinyarwanda, signifie paix. Encore une fois, on revient à ce concept de paix. Mais si vous l'aviez vu après ce bar, tout était détruit, fouillé par les voisins, saccagé par les miliciens. Amahoro, le bar de la paix, tu parles. Et que s'est-il passé le 7 avril 1994? C'est la date à laquelle tous les Rwandais possédant une carte d'identité avec la mention Tutsi inscrite dessus sont devenus officiellement des ennemis pour leurs frères Hutus. Le début d'une chasse à l'homme épouvantable, tout un peuple abattu comme du gibier. À l'époque, je pensais que ces hommes devaient avoir des démons dans la tête et le cœur, parce que vous imaginez courir derrière une enfant pour la violer, une jeune fille qui a peut-être l'âge de vos propres enfants? La barbarie totale. Mon mari et mes enfants se cachaient dans les collines. Pour moi aussi, c'était difficile. On me voyait comme une traître parce que j'étais Hutu, parce que je m'étais mariée avec un homme appartenant à une classe sociale autre que la mienne. La plupart du temps, je ne savais pas où se trouvaient mes enfants. Je les croyais morts jusqu'à ce que quelqu'un me dise qu'il en avait aperçu certains dans les collines. Je priais Dieu en me disant que si nous survivions, je me lancerais dans une œuvre caritative. Par miracle, mon mari et mes enfants ont survécu. C'est ainsi que j'ai créé Sevota. Question, comment avez-vous réussi à vous relever parce qu'ensuite, avec mon mari, elle dit, nous nous sommes engagés dans un processus pour demander justice pour les survivants. En 1996, il avait accepté de comparaître devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, mais quelques semaines avant de témoigner, il a été abattu, ainsi que ma fille Angélique, âgée de 12 ans, le frère de mon mari, son fils et 7 autres personnes. Comment avez-vous réussi à vous relever et coûte que coûte à continuer Sevota? Cela a été très difficile. J'ai beaucoup réfléchi à la notion de pardon. À moi, personne ne m'a jamais demandé pardon. Mais j'ai réussi à me convaincre que ce pardon qu'on ne me demandait pas, il fallait que je le donne pour être en paix avec moi-même. Et je termine juste. Le problème de l'après-génocide, donc on revient à notre thème de l'après. Le problème de l'après-génocide, c'est l'éternel retour du traumatisme. Quand on a été traumatisé, on ne guérit jamais complètement. Ou bien, surtout dans les périodes de commémoration. Ou bien quand je vois, par exemple, d'anciens camarades de classe de ma fille. La douleur revient, la plaie se rouvre. Je pique des crises et la dépression n'est jamais loin. On lui demande, que faites-vous alors? Elle dit, des mouvements physiques, des exercices de traitement des traumas. Je chante, je danse. Mais ce qui me réussit le mieux, c'est de me rendre à la rivière. C'est une petite rivière qui serpente entre les champs, dans un endroit où je plante des bananes, des patates douces et des légumes. J'y vais, j'apporte un pagne, je m'assois au bord de l'eau, j'observe les oiseaux qui viennent là, eux aussi. Parfois, je jette des brindilles dans le courant et je les regarde s'en aller, ou des fleurs cueillies dans mon jardin que je regarde passer comme les traumas qui passent. C'est curieux, mais c'est cela qui me guérit. Observer l'eau qui bouge, l'eau qui marche et qui part. Oh, merci. Oh, c'est très émouvant. C'est très émouvant, effectivement. Ah, merci pour ça. Imaginez que là, en plus, elle s'est mise à entonner un chant rwandais devant nous. Oui. C'était assez particulièrement émouvant. Oui, c'est très beau. Est-ce que toutes ces femmes avaient un sorte de
espoir? Vous pouvez dire globalement, ou est-ce qu'il y avait chacune était un peu différente dans son... Est-ce qu'il y a... Je voulais savoir, parce que en fait, elle raconte une chose épouvantable, mais avec un espoir à la fin, avec cette... Ouais. très puissante. Donc, je me demande, est-ce que vous avez trouvé ça avec les autres? Oui, moi j'ai trouvé, je sais pas, Juliette dira son sentiment, mais par exemple, elle avait l'air de dire l'après-Covid, d'accord, mais il y a eu d'autres après qui étaient autrement terribles. Ouais. Et en fait, quel que soit le défi qu'elles ont eu à relever, traverser l'océan toute seule ou se battre contre la dictature chinoise, enfin bref, quel que soit ça, elle nous donnait à chaque fois un peu la clé de ce qui faisait ou de là où elles puisaient leur force, en fait, voilà. Et du coup, ça devenait un message d'espoir dans la tempête. Ouais. Après, c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont quand même plus optimistes que les autres, que d'autres. Je pense par exemple à Fang Fang, qui habite à Wuhan depuis plus de 50 ans et qui, elle, n'a pas tout à fait le même discours. Et là où, par exemple, Isabelle Autissier, par exemple, nous parle beaucoup de l'espoir qu'elle met dans la jeunesse pour porter le combat écologique, par exemple. Chez Fang Fang, c'est un peu l'inverse. Elle se méfie plutôt de la jeunesse chinoise, qui ne se souvient pas, qui ne connaît pas les récits de la révolution culturelle et dont elle se méfie plus par rapport au gouvernement et à l'utilisation que le gouvernement chinois fait de cette jeunesse. Et donc, du coup, c'était vraiment un contraste qu'on avait entre les deux, et moi qui m'a particulièrement, évidemment, marquée, puisque je m'identifie avec cette jeunesse. Et voilà. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, Florence, aussi, c'est très différent. En août, on a interviewé, pour un projet ici à Dromar, on a interviewé les gens un peu autour du monde sur le Covid. Et effectivement, on a parlé, par exemple, avec une femme à Afghanistan qui tient un abri pour les femmes abattues de violences conjugales. Elle a dit, mais c'est juste un petit truc de plus. C'est rien le Covid pour nous. C'est très intéressant. On a eu ça aussi quand on parlait avec quelqu'un qui travaille dans la favela en Brésil. Elle a dit, mais on a tellement, comme vous vient de dire, il y a tellement de problèmes aussi plus graves. Ça, c'est pas du tout pour nous. Ça fait relativiser. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est intéressant que tu dis ça parce que ça me fait penser que du coup, une partie des profits du livre vont aller non pas en Afghanistan, mais en Syrie, enfin, à une organisation mondiale qui s'appelle Women for Development, et qui a été créée par une écrivaine syrienne qui s'appelle Samar Yazbek. Women for Development. C'est bien. Je vais demander aux attendees, aux participants, si c'est un bon moment, si vous avez des questions à poser, vous pouvez écrire sur le chat et on va, voilà, donc j'ouvre il y a quelques questions sur les livres ou autres. Je voulais savoir, en attendant une question, si le procès d'écrire est-ce que chacun, parce que vous avez fait les interviews et après, j'imagine, un transcript des interviews. Et après que c'était tous les deux, comment le processus a évolué. Je pense qu'on s'est plutôt bien réparti les tâches. On a un peu, on a travaillé de façon assez équitable, j'ai l'impression. Je pense que Florence, évidemment, avait un peu la plume un peu plus aiguisée. Donc, c'est grâce à elle que c'est si joliment écrit. Mais sinon, c'est vrai que
Le processus a plutôt été fluide, moi j'ai l'impression, c'est très bien passé. Ce qui était difficile, c'est qu'on n'était pas forcément dans le même, dans le même pays même. Ah Donc, oui, ouais. tu es où, Juliette? Tu n'es pas en France? Là, je suis en France, mais pendant un moment, j'étais aux États-Unis. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, avec le time difference et en plus, ça faisait pas mal d'allers-retours entre nous. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, c'était un challenge. Et puis, finalement, on était assez d'accord sur à peu près tout. Donc, si moi, je suggérais quelque chose, en général, Florence était d'accord et vice-versa. Donc ça, c'était pratique. On n'a pas eu de conflit. C'est important. De navette Mm. ça a commencé dans la cuisine, mais, Ouais. mais après, Juliette a eu le choix entre rester dans la cuisine avec sa mère et aller rejoindre son boyfriend à Boston. Ah Et oui, là, je n'ai pas d'accord. du tout compris pourquoi, mais ça me paraît toujours mystérieux, mais elle a opté pour la deuxième solution. Ah, d'accord. Mais c'est bien on peut travailler comme ça quand même. Mm. Um, donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vais voir. Il y a un commentaire. Est-ce que vous arrivez à lire les chats, vous deux? Oui. Alors, oui, moi, je Mais il n'y pense a que... pas de question. Il y a juste Ouais, Esther c'est bon. et Myriam qui dit. Merci. Et est-ce que vous tentez de travailler ensemble encore ou c'est juste un projet pour maintenant? Est-ce que toi et Juliette veut écrire plus maintenant? Moi, pas forcément. Là, j'ai beaucoup aimé ce projet, mais moi, je travaille pas forcément dans ce. Enfin, c'est pas l'écriture qui m'intéresse le plus, c'est vrai que c'était plutôt les idées, les interviews Les et puis le fait de rencontres. rencontrer ces femmes. Voilà, c'est ça. Par exemple, Esther Duflo, moi, j'avais lu pas mal de ses papiers quand j'étais, enfin, à l'université. Ça a Qui toujours ton été un nom? peu Je n'ai pas entendu. Esther Duflo. Ah oui, ok. Les Oui. papiers, je les ai lus à l'université, je l'ai toujours beaucoup admiré. Donc, ouais, Ouais. voilà, ça participait à la magie de l'écriture. Ah, ah, Mais d'autres projets, ah, ouais. éventuellement, s'il y en a d'autres. Ah. Est-ce que c'était intéressant de parler avec elle comme vous avez connu son travail avant? Parce Très que intéressant. des fois, c'est décevant de rencontrer quelqu'un qu'on admire. C'est vrai. Non, non, c'est vrai. J'avais un peu d'appréhension moi, au début. Ah, Euh, et puis, parce que, en fait, c'est en lisant ces papiers, elle, que j'ai décidé de travailler dans les politiques publiques et politiques de ah oui, développement. Donc, wow. Donc c'est c'était très important. Elle est très importante. ouais, elle est très importante. Oui. Et finalement, ça a été vraiment une de mes interviews préférées, même, je pense. Parce que je m'attendais à ce qu'elle ait moins d'optimisme dans ses propos, je ne sais pas pourquoi. Et finalement, Ah, c'est après son interview que je suis sortie le plus mhm. revigorée, de bonne humeur et pleine de... Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? D'où vient son optimisme, si on peut dire, Je sans suis un lire? petit peu... Est-ce qu'on peut résumer pour son côté Florence, optimiste? tu veux expliquer? Parce que je pense qu'on Euh, est assez d'accord. Ben, il y a plusieurs choses. Enfin, on a tous été marqués par des choses différentes. Toi, tu as peut-être. Elle disait deux choses. Elle disait quand on travaille sur la pauvreté dans le monde, on peut être que optimiste parce qu'on voit quand même que sur une longue période, il y avait eu un reflux, mais vraiment gigantesque. Mhm. Et là, bien sûr, il va réavoir un pic, mais on sait, l'expérience nous a montré qu'on peut le combattre. Ouais. Et deuxièmement, elle disait aussi que elle disait, nous, on l'interrogeait sur la société de consommation. Et à Mhm. la fin, elle a dit, mais vous savez, pour moi, on n'est plus dans la société de consommation, on est dans la société du bien-être déjà. Les gens veulent des choses qui font sens pour eux, un travail qui a du sens, une éthique, des principes, etc. Et on lui disait, mais regardez, vous dites ça, mais en même temps, les premières choses qu'on nous dit, c'est consommer, c'est le Black Friday, dépêchez-vous de Ouais. relancer l'économie, etc. Et elle disait, oui, mais ça, c'est décrété par des politiques, et les politiques, eux, ils sont toujours en retard. Derrière. Ouais. Voilà. Donc, il faut éduquer nos politiques d'une certaine façon. Et je me suis dit que c'était une idée intéressante. Ouais. Mm.
Oui, en fait, ma fille m'a parlé de cette idée que de son génération, de même que toi, Juliette, que l'idée de travail juste pour gagner de l'argent est plus intéressant. Et il faut, et toute l'économie, ils sont derrière. Ils sont derrière dans leurs idées, ils sont dans le passé parce que les jeunes, ils disent, oh, les jeunes ne veulent pas travailler, c'est pas ça, les jeunes veulent travailler pour leur bien-être, pour le bien-être de tout le monde et pas juste pour gagner les frics et acheter des choses. Il y a cette différence subtile, mais ça se fait que, voilà, donc elle pose beaucoup de questions sur cette idée juste de travailler pour travailler. Je pense que c'est intéressant de voir dans une optique différente. Et puis c'est vrai que aussi Esther Duflo, je pense que ce qui a participé à moi ce sentiment, c'est que en plus elle apportait vraiment des exemples très concrets et tangibles de choses qui étaient faites à travers le monde et qui avaient un réel impact. Et donc du coup c'était encourageant de les écouter voilà. Super, c'est bien. Et maintenant, Florence, est-ce que toi, tu as un livre, tu travailles sur un projet Alors, oui, je travaille sur un projet. Tu posais la question de mère-fille. Oui. Est-ce qu'on allait en faire un autre ensemble? Donc, Juliette est en train de faire ses candidatures pour son PhD à droite et à gauche. Donc, elle n'a pas le temps. J'ai eu une autre fille qui s'appelle Mathilde, avec qui j'ai fait une biographie de Nina Simone. Ah! Donc, ce n'est pas mon premier livre avec l'une de mes filles, c'est le deuxième. Ah, d'accord, ok. Mais elle, ce qui l'intéresse, c'est les films. Elle fait des films pour Arte, donc elle ne veut pas non plus faire de nouveaux livres avec moi. Mais par chance, j'ai un espoir car j'ai une troisième fille et elle, je n'ai pas fait de livre avec elle. Tu as 3 filles? Ouais. Ok, c'est bien. Donc, encore un livre avec les deux. Ouais. Mais tu prépares aussi une nouvelle biographie, non, Florence? Oui, je prépare je prépare un livre, mais j'ose à peine en parler parce que c'est le début et je suis toujours tétanisée. Et là, je travaille sur Milan Kundera. Ah oui, d'accord. J'adorais. J'adore toujours, mais j'ai beaucoup lu. Mais c'est bien. J'ai dit à Juliette l'autre jour quand on s'est rencontrés la première fois que pour le livre que je viens de terminer, j'ai travaillé avec ma fille Sophie qui m'aidait au début et qui est allée avec moi pour plusieurs interviews. Et c'était vraiment pour moi, et pour elle, je pense, c'était vraiment une très bonne expérience de faire sa mère et fille ensemble. Donc, je vous félicite pour ce travail ensemble. Ouais, ça change tout, en fait. Oui. Oui. Et comment s'appelle ton livre, Gwen? Pardon? Ton livre s'appellera comment? Ça s'appelle The Nine, le 9, mais on parlera de ça plus tard. Mais oui, donc il me semble que c'était une très bonne expérience de travailler ensemble, mère et fille. Et tu dis là que ça change tout. Ça a changé pour toi comme écrivain, ça change comment? Alors, bon, pour moi, c'était comme moi pour Juliette, j'étais sa première lectrice. Elle était ma première. On était chacune le premier lecteur de l'autre. Donc, s'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, comme ça c'est un livre qui s'adresse au public le plus large possible. Ouais. On voulait une langue très claire. Oui. Imagée, avec des exemples, voilà. Donc, il ne fallait pas laisser passer des choses un peu obscures, voilà. Donc, on était assez exigeantes l'une envers l'autre, on faisait des navettes et on reprenait le texte, etc. Et puis, moi, ce que ça m'a appris aussi, enfin, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est que Juliette ne posait pas les questions que j'aurais posées. Et oui. À cause de la différence de génération. Oui, ça c'est vrai, en plus, oui. Donc ça, c'était aussi, je trouve, des fois, avec les interviews, tu écoutes et l'autre personne entend quelque chose de différent. Et leurs questions changent un petit peu comment... C'est très intéressant. Parce que j'ai eu la même expérience avec ma fille. De poser des questions et je dis, ah tiens, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça comme... Ouais. Ou alors, à partir de la même réponse, on a deux compréhensions différentes. Oui. Et alors après, il faut les mettre en commun pour savoir quelle est la bonne hypothèse.
Est-ce que les femmes, est-ce que vous avez montre le texte après ou pas? On leur a, on leur a envoyé un exemplaire du livre une fois publié. Oui. Je crois qu'on leur a envoyé les textes avant publication, mais elles n'ont jamais fait de... OK. Non, ouais, non. Ouais, on a eu beaucoup de chance parce que ni les éditeurs Merci. ni les interviewees n'ont eu de n'ont eu de requêtes particulières, donc ça c'était pas mal. D'ailleurs, elles n'avaient même pas demandé des questions à l'avance. Enfin, en fait, c'était vraiment. Ah oui. On a été très très libre. Il y avait la requête des cheveux. Des quoi? Des cheveux. C'est-à-dire? Les cheveux de Mélinda. Ah oui. Ah oui? Parce que la couverture du livre, c'est des petites illustrations de chacune des femmes. Oui. Et effectivement, je crois que la seule requête de l'équipe de Melinda Gates, c'était que ses cheveux étaient trop bruns ou trop blonds. Je ne sais plus très bien. Oui, d'accord. Oui. Assez minime. Oui, parce qu'après, oui, il fallait envoyer le couverture pour dire est-ce que c'est d'accord. Donc, on a changé la couleur. On a fait une petite teinture. C'est bien. Donc, je ne sais pas s'il y a personne qui a posé une question de notre attendue, nos participantes, mais on va bientôt terminer. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez ajouter? Sorry to put you on the spot. Non? Moi, je peux juste dire que quand je vois ton bureau, Gwen, ça fait ressortir tous les bons souvenirs de Dora Maar, qui est vraiment un endroit béni pour écrire et pour travailler. Et donc, j'en profite pour vous remercier encore toute l'équipe. Merci. Mais j'espère que bientôt, tu reviendras dans les parages, peut-être dans une résidence. Parce que, oui, on va voir. Mais on continuait. Et puis maintenant, on a 2 maisons. On a aussi l'hôtel Tingri, la maison à côté. Donc, ça élargit le projet. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, je me sens comme une incitatrice. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette petit moment, ce petit dialogue. J'ai hâte de lire. Je n'ai pas pu lire avant. Donc, je vais l'acheter et lire bientôt. Et je vais vous envoyer tous les publics un mail avec un lien où ils peuvent acheter le livre parce qu'il faut donner le support aux librairies, etc. Est-ce que vous avez le livre chez vous pour montrer les couvertures? Est-ce que vous avez à côté? Voilà. Voilà. Ça, c'est les couvertures. Après. Moi, j'aime beaucoup la couverture. Oui, c'est très Si on voit le sous-titre, c'est 6 femmes pour un monde différent, avec Isabelle Autissier, Esther Duflo, Fang Fang, Melinda Gates, Godelive Mukasarasi et Maya Nazas. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci tout le monde d'être avec nous ce soir. Merci, Gwen. OK. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bye.